Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans l'émission On prend le micro. Depuis ce soir, mon invité, Benoît Pedretti, joueur de football et puis maintenant qui a d'autres activités également à son actif et qui va vous en parler s'il le souhaite tout au long de l'émission. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été en direct, qu'on n'a pas eu d'émission live. Donc du coup, n'hésitez pas à reprendre nos vidéos auparavant sur Instagram, sur nos podcasts sur Spotify et sur YouTube. Et puis évidemment, vous retrouverez cette vidéo dans la semaine sur Spotify et YouTube. Voilà, je laisse maintenant la parole à notre invité du jour qui va se présenter. Ouais, salut, Benoît Pedretti, ancien joueur professionnel. Voilà, quelques matchs en Ligue 1, 400 je crois. Et puis sélection en équipe de France aussi. Voilà, j'ai arrêté ma carrière en 2018 ou 17. Après, ça commence à faire, donc tu vois, on oublie même les années. Et puis voilà, j'entame ma reconversion d'entraîneur depuis la fin de ma carrière, passer tous les diplômes et puis aujourd'hui à la recherche d'un projet pour continuer dans ce métier. Et ben en tout cas, je te remercie fortement. Je suis assez content et assez excité de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Donc c'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour moi, pour nous, et puis pour nos auditeurs. Avec plaisir. Voilà, donc avant de commencer l'émission sur le tu préfères, qui est devenu notre petite question à tous nos invités, comment est-ce que tu as géré alors, ce qu'on appelle la mort du sportif? C'est quand on a une carrière professionnelle, à un moment donné, bah, malheureusement, il faut raccrocher les crampons. Et comment est-ce que toi, tu l'as géré? Bon, en fait, c'était plutôt simple pour moi au début parce que j'avais re-signé un an en tant que joueur à Nancy, donc pour finir ma carrière. Et puis et j'ai eu pas mal de petites blessures sur la fin, enfin sur le début de l'année, en fait, de cette dernière saison. Et puis j'avais des genoux qui étaient très abîmés, donc finalement je pouvais plus m'entraîner tous les jours, je pouvais plus trop jouer. Et puis à un moment donné, il y a eu un changement d'entraîneur, il me semble que c'était en janvier ou février. Et puis à ce moment-là, le président m'a demandé si je souhaitais commencer à entamer ma reconversion, donc arrêter de jouer et puis rentrer dans le staff pour faire en gros le lien avec le nouvel entraîneur et puis les joueurs finalement qui étaient mes coéquipiers pas si longtemps avant. Et donc j'ai accepté parce que je me sentais plus capable de jouer. Et puis et quand tu as été à un certain niveau, je pense qu'il faut pas faire la saison de trop parce que quand t'arrives plus à faire des choses que tu savais faire avant, que ce soit physiquement ou parce que ça te fait trop mal, ben voilà, il y a plus d'intérêt à continuer. Et j'avais vraiment envie d'entamer cette reconversion. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. J'ai pas eu le temps d'arrêter, je me suis pas posé. Et puis après derrière, j'ai enchaîné tous les diplômes, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai vraiment enchaîné très très vite et finalement j'ai pas eu le temps de me poser la question. J'ai gardé le même rythme, donc je pense que ça a contribué à ce que cette après-carrière se déroule assez bien, on va dire. Bah, super, super si ça s'est fait en douceur et que tu l'as pas, comment dire, mal vécu, mal digéré comme certains autres ex-sportifs de haut niveau ont pu le faire. Alors, le tu préfères. Alors, je- j'ai connu un petit peu, enfin, j'ai suivi lors de ta carrière. Est-ce que tu préférerais rejouer avec l'Olympique de Marseille, dont je suis fan, ou l'Olympique Lyonnais? Rejouer, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus de chances de rejouer à l'OL. Juste, je vais t'expliquer une anecdote parce que voilà, il y a un club qui s'est créé, les anciens de l'OL, qui ont recréé un peu une association. Et je sais qu'il y a des choses qui vont commencer à être mises en place avec Maxime Gonalon, avec Sidney Govou, qui sont un Génial. petit peu les parrains qui ont pris les choses en main. Et donc, comme j'ai adhéré avec eux en tant qu'ancien de l'Olympique Lyonnais, ben, je pense que j'ai plus de chances de jouer avec l'OL qu'avec l'OM. Voilà. Bah super, au moins on a la réponse que tu préfères. Alors on accueille un, un auditeur. Donc pendant qu'il se connecte, je te pose sa question justement, parce qu'on a eu des questions auditeurs auparavant. Alors il y a une question de Léonard qui est en train de se connecter justement. Alors s'il se connecte, Léonard, est-ce que tu veux poser ta question directement à Benoît ou est-ce que tu veux que je la pose pour toi? Vu que tu es là, tant qu'à faire, autant que tu poses la question directement à notre invité du jour. Voilà, nickel. Donc, il nous a mis super. Donc, ok, 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 ok.
Voilà. Donc, si tu veux poser ta question, c'est une question par rapport à Sochaux et ta carrière d'entraîneur. Voilà. Donc, du coup, la question est posée, un retour à Bonal en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est possible? Euh, Aujourd'hui, ça dépend pas de moi. Il y a un entraîneur qui est sous contrat à Sochaux, tout simplement. Et, euh, et voilà, tant que le poste n'est pas libre, on va dire, on peut pas postuler. Et puis voilà, mais oui, tout est possible. Je Tout pense est peut-être qu'il a possible. voulu tourner la question, tu vois, est-ce que Oui, ça te je sais plairait? je sais comment il a posé la Ouais. question et je sais comment je réponds. Très fort, très très Non, fort. mais bien sûr, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un projet et que voilà, je suis à l'écoute de toutes les propositions. On parle de Sochaux, c'est un club où j'ai eu la chance de débuter, où bah, je suis de là-bas tout simplement, donc avec des infrastructures, avec des qualités, avec un projet qui peut être mis en place. On verra, mais comme je te dis, aujourd'hui, il y a un entraîneur qui est en place et ça serait irrespectueux de ma part, d'autant plus que je connais bien Fred Bompard pour l'avoir eu en tant qu'adjoint de Rudy Garcia quand j'étais à Lille et que c'est un bon mec. Donc voilà, aujourd'hui, je ne veux pas dire oui, j'ai envie d'entraîner à la Sochaux, sachant que, comme je te l'ai dit, qu'un entraîneur sous contrat, il faut respecter ça. Mais bien sûr qu'en étant à la recherche d'un projet, c'est un club, s'il y avait la possibilité, qui serait intéressant, bien sûr. C'est tout à ton honneur, de toutes les manières, de répondre de cette manière-là. Il ajoute juste que l'enfant du pays sera toujours le bienvenu. Tant mieux. Ça veut dire que tu as laissé une belle C'est gentil, impression. hein. Voilà. Il y a une C'est deuxième, gentil, il hein. y a- il y avait un commentaire également d'un autre auditeur qui s'appelle Erwan, qui m'a laissé sur Instagram, qui, lui, n'avait pas de questions à te poser, mais qui t'envoie que du love. Hashtag ASNL. Voilà, donc sur ton passage de Nancy. Voilà pour les petites questions auditeurs du moment. Revenons sur les questions qu'on a préparées pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé des Jeux Olympiques? Parce que je sais que maintenant, après ta carrière de footballeur, et peut-être même avant, tu t'intéressais à tous les sports. Qu'est-ce que tu as pensé des Jeux Olympiques et quel sport tu as suivi? Et est-ce que tu as eu la chance de pouvoir participer en tant que spectateur ou bénévole peut-être hein, des Jeux Olympiques? Non, non, malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Voilà, ça s'est pas fait tout simplement, mais bien sûr que j'ai énormément suivi. C'était une chance d'avoir des Jeux Olympiques chez nous, en France, et puis ils se sont magnifiquement déroulés, je trouve. Les infrastructures étaient top, l'organisation a été top. On avait un peu peur avant, un peu de tout. Enfin, bien sûr de la sécurité, parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, tu vois, et tout s'est vraiment bien passé. Donc, ouais, j'ai pris énormément de plaisir à les suivre. Après, les sports. Ben, on en parlera plus tard, mais bien sûr que j'ai suivi l'équitation, voilà, parce que ma fille est dedans et que c'était magnifique au château de Versailles et tout. Et puis en plus, la France a eu la chance d'avoir une médaille, donc enfin la chance, non, pas la chance, elle a eu la qualité pour obtenir une médaille. Et puis après, un peu tous les sports co, bien sûr, où j'ai beaucoup regardé. Et puis le tennis de table. Tu vois, généralement, ben, finalement, tu t'identifies un petit peu à tes champions. Et puis les frères Lebrun ont été tellement médiatisés à un moment donné que tu as commencé à t'y mettre et puis tu finis à regarder des matchs sur le portable en voulant ne pas rater un point, tu vois. Donc c'était vraiment assez excitant et top de regarder ça. Ben, encore une fois, la natation, Léon Marchand, on attendait ses courses avec impatience. C'est clair. Je te dis, on s'identifie énormément à nos champions français. Et puis l'image qu'ils ont donnée était vraiment excellente et ça a donné vraiment envie de les suivre. Donc c'est pour ça que ces jeux ont aussi été très très bien réussis, quoi. C'est clair, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Par rapport à, tu parlais des sports que tu as suivis, est-ce que tu as suivi peut-être un peu le foot et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le foot n'a rien à faire aux Jeux Olympiques? Alors, c'est pas que le foot n'a rien à faire aux Jeux Olympiques, mais enfin, finalement, il y a d'autres sports qui ont besoin d'être plus médiatisés. Tu vois, le foot, c'est toutes les semaines ou tous les 3 jours avec des champions et tout. Et tu as des sports qui vivent pour les Jeux Olympiques parce que c'est une fois tous les 4 ans et en dehors de ça, on n'entend pas trop parler d'eux. Donc, je- oui, il faut peut-être. Est-ce que le foot a vraiment sa place? Je sais pas. Parce qu'en plus, c'est particulier, c'est les moins de 23 ans, mais tu as le droit à 3 joueurs de plus de Ouais. 23 ans. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Tu vois, les règlements là-dessus. Il est vraiment très compliqué à comprendre. Tu as les clubs, comme c'est pas une date FIFA, tu as les clubs qui ne peuvent pas laisser leurs meilleurs joueurs aller à la enfin, aller aux Jeux Olympiques. Donc, le résultat final, il veut pas rien dire. Ça montre
pas vraiment le niveau des équipes des uns et des autres, quoi. Donc c'est un schéma qui est pas top, quoi. Voilà, c'est pas. Alors il a sa place ou pas, j'en sais rien. S'il y a Guy Lacombe qui m'entend, qui était mon entraîneur à Sochaux, et il va râler parce qu'il était champion olympique en 84, je crois. C'était quoi, Los Angeles, il me semble. Et il nous en parlait souvent de sa médaille d'or. Donc voilà, mais honnêtement, il y a des sports qui auraient plus besoin d'être vus aux Jeux Olympiques que le foot, pour tout te dire. Franchement, j'ai très très peu regardé le football, quoi. Ok, ok, bah c'est un avis entendable et largement respectable. Et merci de le donner. On revient un peu sur toi. Est-ce que tu as eu un modèle, une personne qui t'a inspiré pour bâtir ta carrière de joueur dans un premier temps? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entraîneur dans un second temps? Bah, un modèle de joueur. Plus quand j'étais petit, on va dire, tu vois, moi c'était les années 80, 90, c'était l'Olympique de Marseille, tu vois, le club qui était en haut de l'affiche. Donc voilà, j'étais assez, même si j'allais au match à Sochaux parce que c'est ma région, si tu veux. Mais bien sûr qu'on suivait ça. Et puis Chris Waddle, ça a été une de mes premières idoles. Un joueur anglais qui a joué à Marseille, voilà, Ouais. et qui driblait, qui marquait, voilà, quelqu'un qui jouait sur le terrain, qui s'amusait. Donc voilà, c'était un peu pas une idole, mais quelqu'un que je suivais et qui était intéressant. Et puis après, pourquoi je suis devenu entraîneur? Parce que bah, d'abord, j'aime le foot, tout simplement. Ça a été mon métier, bien sûr, mais avant tout, c'est une passion et puis c'est l'envie de transmettre, transmettre à la nouvelle génération, être dans un vestiaire, ensemble, fédérer, passer des bons moments, faire vivre des émotions. Mais il n'y a pas grand-chose qui fait vivre des émotions qu'on peut avoir dans le football. Donc voilà, j'ai envie de continuer là-dessus et puis d'aller le plus haut possible, bien sûr. En tout cas, on te le souhaite, c'est génial, c'est génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec le foot, justement? Et qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport, hormis le fait que tu es tombé un peu sous le charme de Chris Waddle? Ouais, tout simplement, j'avais mon grand frère qui joue au foot. Donc depuis tout petit, je l'ai suivi sur le terrain et finalement, j'ai toujours eu un ballon au pied, quoi. Tu sais, quand t'es gamin, tu passais tous tes dimanches au stade, tu jouais avec les copains dans la rue, même si on n'avait pas les structures qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'est clair. Dès qu'on avait un ballon et deux cailloux, on mettait des buts, et on tapait un foot, quoi, tout simplement. Donc c'est comme je me suis mis au foot et puis je te dis le fait de suivre mon grand frère qui était joueur, enfin, qui a fini au niveau régional, on va dire, qui était à Sochaux en étant jeune et après il a fini sa carrière au niveau régional. Ben voilà, ça m'a permis de mettre le pied là-dedans et puis ben, comme tout le monde, tu t'inscris une première licence à 8 ans et puis t'enchaînes et voilà, j'ai eu l'opportunité, les qualités sûrement, le travail pour devenir footballeur professionnel derrière. En tout cas, sacrée carrière, justement, ça va nous permettre de passer là-dessus. Euh, Ton titre avec Lyon, qu'est-ce qui t'inspire? Parce que ce titre-là, mine de rien, c'est dans une période où l'Olympique Lyonnais quand même dominait la Ligue 1 et était plutôt représenté en Coupe d'Europe. Bah, c'est tous les titres, ça reste. Tu vois, c'est sur ton palmarès, ça reste tout le temps. Tu as une médaille ou une coupe et tu les vois quand tu repasses dans ton bureau, dans ton, je sais pas, s'il y en a qui ont les salles des trophées. Je n'ai pas gagné énormément, donc j'ai pas une salle, j'ai une étagère seulement. Mais oui, et puis revoir les coéquipiers avec lesquels tu as gagné, ça reste toujours gravé, quoi. Donc, un titre de champion de France, ben voilà, j'ai eu la chance d'être deux fois champion de France de Ligue 2, une fois champion de France de Ligue 1. J'ai remporté aussi une coupe avec Sochaux, donc Ouais, la Coupe de la Ligue avec voilà, Sochaux, ouais. bah, qui n'existe plus. Mm. Finalement, j'ai remporté des trucs qui n'existent plus. La Coupe de la Ligue, la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France. Ça te fait vieillir, en fait, tu vois. Donc, c'est là que tu te rends compte que c'est bizarre, mais non, voilà, c'est vraiment, vraiment top de remporter des trophées. Et puis avec Lyon, même si tout le monde pouvait penser que c'était normal, comme aujourd'hui, tout le monde dit que Paris, c'est normal de gagner, Mhm. mais c'est très, très dur hein, de garder la motivation, d'enchaîner, parce que quand tu gagnes, tout le monde a envie de te battre. Et ça devient de plus en plus dur. Donc, Vraiment. cette année-là, on l'avait encore très, très bien fait. Une petite frustration sur la Ligue des Champions. On n'a pas passé les quarts de finale, mais voilà, c'est le foot et ça reste des très bons souvenirs. Comme je te parlais tout à l'heure des anciens de l'Olympique Lyonnais, bah, ça me fait toujours plaisir de revoir ces anciens avec qui on a joué et de passer un moment avec eux. C'est clair. J'ai même regardé un petit peu. T'as même été aussi dans l'équipe type 2003-2004.
si je dis pas de bêtises. Donc ouais, du coup, bah, c'est l'année où tu gagnes la Coupe de la Ligue avec Sochaux, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça, C'est ouais. ça. Et justement, il mettait que c'était on va dire la génération dorée de Sochaux. Et effectivement, quand tu fais un peu tu regardes un peu les joueurs, il y avait quand même de sacrés bonhommes, hein. Ouais, ouais, bon, on avait une génération qui sortait du centre, que ce soit Pierre-Alain Frot, il y avait Sylvain Montsoreau, il y avait Jérémy Mathieu, qui a fait une grande carrière. J'espère que je vais pas en oublier. Avant, il y avait un petit peu avant Kamel Meriem, Eladji Diouf, Daniel Louboya, que des joueurs qui ont fait pas une saison en Ligue 1, mais Ouais, au ouais. moins 10 saisons, hein, tu vois, avec pour certains un palmarès, mais au moins un nombre de matchs conséquent. Donc oui, on a réussi à remonter en Ligue 1 avec ses copains finalement. Et puis, il y a toujours une relation en fait à Sochaux entre les résultats du centre de formation et puis les résultats de l'équipe première. Avant, c'est la génération Stéphane Paille, Franck Sylvestre, tu vois, les anciens, Franck Sauzet, tous ces Mhm. gens-là. Après, il y a eu un creux, ben, l'équipe première a eu du mal, et une autre génération qui a permis de remonter. Et puis après, plus tard, il y a eu les Marvin Martin, Riyad Boudebouz, qui ont permis aussi Ouais, encore de carrément. faire parler de Sochaux. Donc voilà, il y a une relation forte entre le centre de formation et les résultats de l'équipe première. Et ça amène une dimension supplémentaire, le fait de jouer avec ses copains, de jouer dans un club formateur, dans ton club formateur. Quand vous avez gagné la Coupe de la Ligue, ça vous a vraiment ajouté quelque chose encore en plus ou finalement, tous les titres, comme tu disais, ça amène des émotions formidables. Mais est-ce que celui-là, peut-être, ça vous a... Et ça t'a peut-être, toi aussi, C'est, impacté bah oui, différemment. c'est particulier. Est-ce que c'est Pierre-Alain est de la région, Kamel Meriem est de la région aussi, euh, Jérémy Mathieu est de Haute-Saône, donc c'est juste à côté. Mhm. Donc depuis 7, 8, 9 ans, on va au Stade Bonal. Donc déjà avoir la chance de jouer en pro à Sochaux, c'était Carrément. pour nous quand c'était gamin, c'était incroyable. Et puis après réussir à faire remonter le club, à gagner un trophée. Bah oui, c'est sûr que c'était magnifique, quoi. 70 ans que le club n'avait rien gagné, hein. Donc c'est pour te dire que toute la ville, toute la région attendait ça. Et nous, on a eu l'opportunité 2 ans d'aller au Stade de France et puis et de le gagner cette année-là. Donc oui, une immense fierté. Et puis et comme tu le dis, c'est des souvenirs, des matchs qu'on n'oublie pas. Et encore une fois, on prend plaisir à se revoir et en reparler. C'est beau en tout cas. Maintenant que tu as raccroché les crampons donc depuis 2017-2018, quels sont tes hobbies justement? Tout à l'heure, tu parlais de l'équitation. Alors, quels sont tes hobbies? L'équitation, peut-être que tu en as d'autres, mais apparemment, Enfin, en tout cas, en regardant parcourant ton profil Instagram, il y a l'équitation et il y a une relation avec ta fille, du coup. Ouais, pas mal. Bah, j'ai 2 enfants, hein. J'ai le garçon qui joue au foot, bien sûr. Je l'ai pas poussé, hein, mais moi, je sais pas pourquoi. Et puis ma plus grande qui fait de l'équitation à un assez bon niveau. Donc oui, comme j'ai l'opportunité aujourd'hui en étant sans emploi d'avoir un petit peu plus de temps libre, bah, ça me permet de l'accompagner sur les concours, de vivre sa passion plus près d'elle tout simplement. Et voilà, c'est un sport que j'ai appris à découvrir, pardon. C'est une relation avec un animal qui est différente de ce qu'on peut connaître, tu vois. Et c'est un sport très difficile, mais qui est magnifique et ça procure aussi des émotions. En tant que passionné et en tant que papa, bien sûr que c'est encore décuplé, tu vois. C'est sur 1 minute 30, c'est très court. Il faut pas se tromper une seule fois en 1 minute 30. Donc voilà, et tout est dans les détails comme dans le plus haut niveau. Donc voilà, c'est passionnant. C'est ce qui est beau, en tout cas. On sent que tu en parles avec passion, justement, et avec beaucoup d'engagement pour ce sport, et c'est formidable. C'est formidable. Ouais, et puis quand on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques, pour le coup, l'équitation, tu vois, on n'en voit Mm. pas beaucoup, ou c'est très peu, un petit peu. Il y a des grands concours, ça s'appelle la Global Champions. C'est l'équivalent pas de la Ligue des Champions, mais tu vois, c'est un groupe qui a créé plusieurs concours de très très haut niveau, qui est un petit peu retransmis sur Eurosport de temps en temps, mais sinon, c'est un sport qui n'est pas retransmis, à part aux Jeux Olympiques. Et le château de Versailles, c'est vraiment magnifique, un cadre magnifique. Et puis voilà, voir ces chevaux et ces cavaliers sauter les épreuves pareilles avec un tel engagement et dévouement. Et quand on sait tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment un travail de précision et un sport qui mérite d'être vu et hyper passionnant à regarder. Oh, mais c'est incroyable, effectivement, c'est incroyable.
là, sur les JO, quand tu zappes, tu tombes sur l'équitation, c'est ouais, c'est majestueux, c'est beau, c'est beau. Puis dans le Mhm. cadre, effectivement, comme tu disais, le cadre qu'il y avait en plus, il s'y prêtait, c'est incroyable en fait. C'est vrai que les gens de nature ont dit, enfin, beaucoup de gens disent que ouais, bah, l'équitation, c'est pas un sport, mais en fait, c'est peut-être un des sports les plus compliqués, les plus incroyables à voir. Ouais, ouais, c'est très dur. Bah, tu as la relation déjà avec le cheval qui met du temps. C'est un être vivant. Il a ses humeurs aussi. Il a ses coups de moins bien. Il faut savoir gérer ça. Et puis, c'est toute une relation au quotidien où tu apprends à le découvrir, où bah, le cheval, il va tout donner pour toi parce qu'il sait que tu travailles avec lui, que tu l'aimes, que voilà, c'est, c'est presque c'est pas un animal de compagnie parce qu'on l'a pas à la maison, mais tu vois, pour nous, c'est quelque chose de particulier, quoi. Nos chevaux, on les aime et on fait tout pour eux. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est formidable. Quand tu étais donc quand tu as pris tes postes d'entraîneur, comment tu organisais la formation des joueurs? Parce que tu me disais également que tu es également entraîneur sur l'équipe U16. Je donne un coup de main. Voilà, tu donnes un coup de Non, mais main c'est vrai sur que j'ai commencé avec les pros en tant qu'adjoint et puis à un moment donné, au bout de 3 ans, bah, voilà, j'ai eu l'opportunité d'entraîner une équipe moi tout seul, donc les jeunes de la réserve, donc ça après les 19 ans à Nancy. Et bah, c'est bien parce que c'est la fin de leur formation et puis pour les préparer à devenir pro ou pas, malheureusement pour eux, mais bah, c'est hyper intéressant de travailler avec les jeunes parce que généralement ils sont à l'écoute, ils ont envie de travailler et puis tu les vois progresser et c'est ça qui est top quoi, faire progresser les gamins, avoir un esprit d'équipe, travailler ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et puis là dans un club amateur, cette année, j'ai eu l'opportunité d'aider un petit peu les U16 en tant que, entre guillemets, adjoint, donner un coup de main pour les entraînements. Et puis aussi, l'équipe U18 du club pendant 2 mois parce qu'il y avait un petit, voilà, ils n'avaient pas d'entraîneur pendant un petit laps de temps. Donc, j'ai pris l'équipe pour leur donner un coup de main. Et bah, tu vois, franchement, j'ai kiffé, quoi. Reprendre, mais c'était même un club amateur, même pas des professionnels et encore moins des saisons des 18 ans. C'est que les gamins, ils étaient à l'écoute, ils étaient attentifs, ils ont travaillé, progressé. Puis quand tu les vois gagner le week-end et les voir heureux, ben voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là finalement, c'est pour rendre et les joueurs heureux, de vivre un truc ensemble. Et quand tu as la chance de jouer plus haut niveau, rendre les supporters heureux d'être venus au match, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est pour ça que ça te titille un peu. Hein. C'est quand ça fait un moment que Bah t'as pas ouais. entraîné plus haut. Voilà, ça manque, cette adrénaline, cette envie de partager des choses. Et voilà, cette petite intermède ou aide pendant ce laps de temps, franchement, c'était vraiment très, très bien. Justement, tu parles d'adrénaline, comment tu gérais toi quand tu étais joueur? Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu montes sur un cheval ou quand tu entraînes des jeunes, est-ce que c'est la même adrénaline, le même stress à gérer et est-ce que tu le gères de la même manière? Quand j'étais joueur, bah, en fait, c'était plutôt de la pression positive que Hmm. j'ai de se mettre, tu vois, l'excitation quand tu arrives dans un stade avec, qui est rempli et tout, ça motivait plus que ça me stressait. Alors, parce que souvent, on avait des certitudes, que ce soit, moi, j'avais besoin de m'entraîner, de bien m'entraîner, tu vois, pour me sentir bien, parce que c'est des gestes que tu répétais, et le fait de le réussir, bah, finalement, ça te donnait la confiance et tu savais que tu allais les réussir en match. Et pareil, quand tu as la confiance de tes coéquipiers, quand tu as confiance en eux, quand ils ont confiance en toi, quand tu te sens important, bah c'est là où tu peux donner le meilleur. Après, j'ai essayé de monter à cheval et bon, là, tu peux avoir toute la confiance en toi. C'est pas pareil. C'était très, très dur. Quand t'as pas le niveau, bah, t'as pas le niveau. Hein. Il faut laisser tomber. Mais là, aujourd'hui, finalement, tu t'es plus presque stressé en tant qu'entraîneur ou en tant que, enfin, entraîneur de foot, je parle, parce que finalement, quand le match il commence, tu peux moins gérer de choses. Bien sûr, tu peux faire les changements, tu peux modifier la tactique, mais le mec qui va marquer, qui va te faire la bonne passe ou qui va te marquer le but, bah, toi, tu peux rien y faire si tu veux. C'est son talent et ses C'est qualités. clair. Donc ça, de temps en temps, c'est un peu frustrant. Et puis après, je te dis, pour le cheval, le stress, c'est difficile à le gérer quand t'es papa et que tu suis comme ça. Bon, la chance, c'est que c'est 1 minute 30. Mais pour 1 minute 30, c'est assez,
assez éprouvant. Vaut mieux pas être filmé pendant ces moments-là, on va dire. T'as des images assez sympas qui peuvent être faites, je pense. Et c'est sur un tout petit laps de temps, du coup, la pression, elle est encore plus exacerbée, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis tu vois, pour ceux qui connaissent pas trop, tu as des obstacles à sauter. Et si tu fais tomber un obstacle, finalement, tu peux plus gagner. Et un obstacle, ça peut jouer sur 10 centimètres, sur l'appel du saut, on va dire. Tu vois, le cheval, il peut toucher une barre ou pas toucher. C'est assez précis. Et donc voilà, t'es en attente de ça, mais c'est un vrai suspense et un vrai stress. Ah, ça, je veux bien te croire. Parce que même quand on regarde à la télé, alors enfin, on les connaît que à travers la télé, les cavaliers ou les cavalières, et qu'ils font tomber un truc, quoi, on se dit, putain, tous ces sacrifices, tous ces efforts, putain, l'obstacle, même nous, derrière la télé, on se dit, ah là 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 là. Donc, quand en plus, toi, tu es au plus près, t'as un membre de ta famille qui fait ce sport, c'est vrai que la pression, elle peut être C'est encore ça, plus forte, ouais. c'est ça. Mais bon, voilà, c'est comme tous les Et c'est ce sports de qui est haut beau niveau. aussi, du C'est coup. ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui est beau, c'est ce qui permet de vivre des émotions. C'est que c'est très court, c'est très intense. Donc à la fin, c'est un soulagement, un plaisir ou une déception. Et puis après, il faut vite repartir sur autre chose parce que tu as peut-être un autre cheval qui fait l'épreuve d'après. Le lendemain, tu as encore une autre épreuve. Il faut vite se remettre dedans, quoi. Tu vois, au foot, tu as 3 jours minimum ou une semaine pour préparer ton match d'après. Là, tu as 1 heure, 2 heures ou 24 heures pour préparer. Et il faut se remettre mentalement prêt. Donc, c'est ça qui est le plus dur, c'est niveau mental. À vite se reconcentrer, se remettre dans le coup, justement, pour rebondir et faire des résultats derrière. Carrément, ouais, ça a l'air d'être un sport passionnant en tout cas. Mm. Très. Revenons sur ta carrière de footballeur. Pour les plus jeunes, tu dirais que en tant que joueur, tu avais quel style? Un joueur plutôt technique ou voilà, comment tu t'évaluerais ou en tout cas, comment tu te représentes? Et quelle expérience est la plus forte à ton sens? Ouais, quel joueur aujourd'hui, ouais, c'est difficile de trouver. Parce que tu avais ton style quand même à toi. Mais tous les joueurs, ils ont Ouais, leur style. Tous les joueurs ont son style et ouais, mais j'étais plutôt un joueur de passe, si tu veux. J'avais une bonne qualité de passe. ouais, Voilà, j'avais très peu de qualité physique. Hein. Je courais pas très vite. Et je suis pas hyper costaud. Donc, oh putain, Modric, c'est sympa. ouais, c'est grave. C'est Là, très, très sympa. j'ai regardé en même temps, je devrais dire, ok, Modric, cool, cool, cool. Mais bon, niveau largement plus bas. Mais ouais, j'aimais bien faire jouer l'équipe. Et c'était surtout ma qualité de passe qui faisait la différence. Après, oui, euh, j'avais une réflexion sur le jeu, une vision du jeu qui était intéressante. Donc voilà. Et puis après, quand tu me parles d'expérience, écoute, toutes les expériences ont été intéressantes, m'ont permis de grandir. Alors il y a eu des clubs où je suis resté plus longtemps, où ça a mieux marché, d'autres où ça a moins bien marché. Mais en tout cas, il n'y a pas eu pour moi, il n'y a pas eu de gros échecs. Il y a simplement eu différentes étapes. Et puis après, ce qui permet d'analyser, de rebondir, de passer à autre chose, de grandir tout simplement, et en tant qu'homme et en tant que sportif. Donc, faut toujours essayer d'en tirer du positif. Alors oui, il y a une analyse à faire. À Ajaccio, j'y étais 2 ans. Malheureusement, j'étais souvent blessé. Et j'ai pas été très très bon. Donc je sais que c'était frustrant pour moi le premier, hein, parce que tu as toujours envie d'être bon et que ça se passe bien sur le terrain. Maintenant, voilà, c'est le sport de haut niveau. On essaye de faire le maximum et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais l'essentiel, c'est d'avoir tout donné. Aujourd'hui, je peux regarder tous les entraîneurs que j'ai eus, toutes les personnes du club dans lesquelles je suis passé, et j'ai toujours donné le maximum, j'ai toujours essayé de faire mon meilleur. Et finalement, c'est ça pour moi qui est le plus important. Justement, tu parles des entraîneurs, tu as parlé de Guy Lacombe tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des... Alors, tu as dû avoir tellement d'entraîneurs que tu peux pas en sortir, mais peut-être que Guy Lacombe, c'était peut-être le Carlo Ancelotti de, de Vinicius, tu vois, je sais pas, tu vois, peut-être que tu as eu une accroche humaine peut-être avec un entraîneur quand même qui t'a permis peut-être de même faire passer un cap. Bah, c'est le premier, c'est Jean Fernandez Ah qui oui, était mon oui, oui. entraîneur à Sochaux et Oui, après qui m'a repris à Auxerre oui, et c'est avec vrai. qui j'ai passé 5 ans de plus à Auxerre, mais c'est lui qui m'a fait découvrir le football des hauts niveaux. C'est lui qui m'a donné ma chance en étant jeune de me faire monter en équipe première à Sochaux, qui m'a, entre guillemets, appris le métier, tout simplement.
Parce que tu vois, j'étais milieu offensif, je jouais sur un côté en équipe réserve de Sochaux, et lui, il m'a dit, bah non, c'est impossible, t'as pas la vitesse, t'as pas la qualité de percussion, de dribble, et j'étais totalement d'accord avec lui. Et c'est lui qui m'a remis devant la défense et qui m'a appris à presser, qui m'a appris à jouer simple. Bah, il m'a appris le foot tout simplement, quoi, le foot de haut niveau. Donc c'est une grande partie de ma carrière, je lui dois. Et puis après, on a parlé de Guy Lacombe tout à l'heure. Oui, on avait une relation particulière. C'est un entraîneur qui est extraordinaire sur le plan du football où on prenait énormément de plaisir à jouer avec lui. Mais on était un peu chien et chat, on avait deux gros caractères et c'était de temps en temps, il y avait un petit peu des frictions entre nous. Mais voilà, je prends énormément, enfin, je me suis vraiment régalé avec lui et c'est sûrement un des meilleurs entraîneurs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Là, tu as cité deux mecs ouais, qui ont quelques matchs de Ligue 1 quand même au compteur aussi et qui ont passé quand même une majeure partie de leur carrière sur ces bancs-là et c'est top. Guy Lacombe, c'était la moustache. C'est ça, ouais. Ouais, c'était la moustache. Ouais, ouais, incroyable, incroyable, la moustache, incroyable. Et quelle philosophie tu as du football? Est-ce que ta philosophie du football, elle a été changée aujourd'hui depuis que tu es entraîneur? Est-ce que tu as toujours la même? Est-ce que tu as toujours vécu le foot de la même manière, que c'est un jeu et que finalement, pour être le plus fort, il faut s'entraîner? Alors, ma philosophie, ben, j'ai débuté en philosophie d'entraîneur. Tu sais, quand tu as une équipe de jeunes dans un club pro, l'idée c'est de leur faire découvrir plein de choses, donc les faire jouer. Et finalement, le résultat, il n'est pas hyper important parce que l'essentiel, c'est de faire progresser des joueurs et de les emmener en équipe première. Donc, je voulais ressortir tous les ballons, jouer depuis derrière, un peu. Tu vois, bah, ce que j'aime finalement, c'est jouer au foot et toucher beaucoup de fois le ballon. Maintenant, j'ai un petit peu évolué. Bah, déjà par rapport à cette expérience de Nancy qui s'est moyennement passée, où j'ai pas eu les résultats que j'espérais et, et où ça s'est arrêté pour moi, dans le sens où quand tu es entraîneur, finalement, tu dois t'adapter aux joueurs que tu as et tu dois t'adapter au championnat dans lequel tu joues. Donc, alors oui, hein, si tu es entraîneur du Real de Madrid, si tu es entraîneur de Manchester City, si tu es entraîneur de Paris, tu choisis tel joueur, tel joueur, tel joueur et tu mets ton projet de jeu en place et il n'y aura aucun problème. Par contre, quand tu es dans d'autres clubs où tu n'as pas les moyens, où tu n'as pas les joueurs pour jouer le système ou la philosophie que tu veux mettre en place, il faut avoir la lucidité de s'adapter et peut-être ne pas jouer comme toi t'aimerais, en tout cas dans un premier temps, mais justement pour avoir des résultats. Parce que si tu n'as pas des résultats, il C'est arrive pas ce le qui m'est temps. arrivé, c'est que Mhm. voilà, t'as pas le temps de mettre C'est en pas le place ce que temps. tu veux mettre en place. Et bien sûr que de mettre en place une équipe qui joue, qui relance depuis derrière, de créer des choses ensemble, c'est beaucoup plus long qu'une équipe qui dégage, qui va jouer deuxième ballon, qui va jouer transition, par exemple. Donc il y a une grande réflexion là-dessus, et puis aussi par rapport au championnat national dans lequel j'étais, où t'as pas la qualité exceptionnelle pour pouvoir peut-être relancer depuis derrière, pouvoir faire 30 passes avant d'aller marquer un but. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, si j'ai la chance de revoir un poste à ce niveau-là, j'aurais pas la même philosophie. Où, je sais qu'il faudra que je gagne et automatiquement, je vais pas prendre le risque à chaque fois de leur jouer dans mes 5 m 50, de faire 10 passes, tu vois. Il y aura peut-être un jeu beaucoup plus direct, mais avec les caractéristiques simplement de ce championnat et mettre mes joueurs dans les meilleures conditions Ouais, je pour connais gagner ça. les matchs. Je connais ça. Voilà, pour gagner les matchs. Je suis entraîneur, tu vois, de basket aussi. Et j'ai des jeunes filles cette année en championnat de France. Et tu te dis qu'effectivement, moi, j'avais la même approche que toi, tu vois. Le résultat finalement final, c'est que les gamines, elles rentrent dans des centres de formation et qu'elles évoluent. Et que finalement, si tu gagnes pas tes matchs, c'est pas forcément marquant tout de suite. Le problème, c'est qu'effectivement, la pression du résultat, en fait, elle est incroyable. Parce que même à un niveau amateur qui est bon, même si lui 15 francs, c'est quand même déjà sympa, ça Mhm. reste un niveau amateur. Et donc, du coup, les gens, ils veulent que tu gagnes. Et quand tu Ben, gagnes c'est, pas, quand tu gagnes pas, ils te refont le monde. c'est le problème, on va dire, du foot et du foot amateur, où aujourd'hui, je regarde beaucoup de matchs, tu sais. Enfin, je me déplace, que mon fils il joue en U16, donc tu vois beaucoup de matchs dans notre coin. Et finalement, maintenant, tu vois des entraîneurs en U11, en U13, en U15 qui veulent absolument gagner des matchs et ça tue le foot, quoi, où tu vois qu'ils gueulent après les Mm. arbitres, que les parents ils mettent la misère aussi parce qu'il n'y a pas eu une faute, parce que le gamin euh, le foot amateur, franchement,
changer, parce que ça fait vieux con de dire ça. Mais en tout cas, laisser les gamins s'amuser, puis ils ont le temps d'avoir la pression du résultat, ils ont le temps d'avoir des matchs importants là, c'est que du plaisir quoi, voilà. Laissez-les jouer, qu'ils soient là, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient au respect de l'entraîneur, mais après, purée, si tu gagnes pas le week-end, c'est pas grave quoi. Et aujourd'hui, il y a trop d'entraîneurs qui veulent uniquement gagner au détriment de la progression des gamins, et ça c'est pas bon pour toute notre formation. J'espère que ce message va être entendu par nos auditeurs et qu'il va être relayé énormément parce que c'est quelque chose sur lequel on essaie de se battre aussi là actuellement dans le basket et dans les autres sports. Et on a des entraîneurs dès la plus petite catégorie qui vont apprendre en fait à contourner le sport en lui-même et pour gagner. Voilà. Et nous, tu vois, au basket, on a des situations de zone, ce qu'on appelle comme au hand, tu vois, tu as ta zone. Bah, Ouais. pareil, on essaie de regrouper en fait les joueurs. Et effectivement, quand les jeunes joueurs, bah, t'as pas les qualités d'adresse que tu peux avoir quand tu es adulte, et bah, tu les laisses shooter de loin et marquent pas. Et puis toi, tu gagnes tes matchs. Tout le monde est content quand tu rentres à la maison. Donc, du Mm. coup, écoutez le message de Benoît Pedretti, mais vraiment, écoutez-le et relayez-le. Laissez les enfants jouer et s'amuser. C'est important. Mm. C'est important. Et par Exactement. rapport à l'arbitrage, je parlais de l'arbitrage, je crois que ça se répand sur tous les sports. Mais effectivement, il y a eu cette année, il y a eu au foot, malheureusement, il y a eu quand même un cas avec l'Ordre de Lyon, qui s'est retrouvé Mm. tête-tête. Il y a eu une président de l'OM, même si je suis fan de l'OM, il peut pas dire championnat des merdes, c'est pas possible, tu vois. Voilà, donc il faut que par rapport à l'arbitrage, ça serait bien. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que l'arbitrage, on arrive à ce que ce soit moins incisif et moins enflammé? Ouais, après, bah, je sais pas non plus si tu as vu le Real Barça, la Coupe du Roi, mais c'était un climat exécrable. C'était horrible, quoi, comment l'arbitre avait une telle pression. Alors ça, c'est au plus haut niveau. Et bon, ben ça, c'est aux acteurs de gérer. Les acteurs, c'est les joueurs, c'est les entraîneurs, c'est les Mm. dirigeants, comme tu l'as dit. Euh, alors pourquoi pas, tu vois, et moi j'ai en tête le rugby, où finalement, quand tu viens protester après l'arbitre, bim, t'as 10 mètres, tu vois, tu prends 10 mètres de pénalité. Mm, Donc c'est vrai. pourquoi pas mettre une chose comme ça dans le foot, et je peux te dire peut-être que ça calmerait aussi, quoi. Laisser le capitaine uniquement parler. Aujourd'hui, on a mis le VAR ou la VAR, je sais pas, je sais même pas comment on dit dans le football, mais tu te rends compte que finalement ça te crée autant de problèmes parce que même en ayant vu la vidéo, tu arrives à avoir des erreurs d'arbitrage qui sont énormes aussi. Donc c'est vraiment pas facile, voilà. Je sais pas s'il y a une solution miracle, mais en tout cas, il faut beaucoup plus de lucidité et finalement, les arbitres, on peut rien y faire. Voilà, c'est ce que je dis à mes joueurs. Tu peux te concentrer sur ce que toi tu mets en place, sur le terrain, uniquement sur le 11 contre 11 qu'il y a. Les arbitres, les supporters, tu peux rien y faire. Donc, concentre-toi sur ce que tu peux et ne parle pas à l'arbitre. Et puis après, dans le monde amateur, bah, comme je l'ai dit, ça vient la même chose, le fait de vouloir gagner. Et c'est pas grave, l'arbitre siffle pas un penalty, eh ben c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça et passer à autre chose, quoi. Et puis pareil, les parents, s'il vous plaît, bah, arrêtez de crier. Maintenant, c'est des gamins qui arbitrent nos jeunes, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et quand tu lis qu'un arbitre, qu'un s'est fait attendre à la fin du match par des parents ou par des joueurs, mais c'est pas possible quoi. Alors tant que l'arbitre il est respectueux et tu vois c'est lui qui envenime pas les choses, mais respecter respecter ces personnes-là parce que sans arbitre t'as plus de sport tout simplement. C'est vrai que c'est quand même, c'est vrai que c'est incroyable. Tu vois, quand tu deviens supporter, en fait, t'as plus cette notion de, t'as plus enfin, pas tous, hein, Ouais non je vois ce que loin tu de veux là. dire ouais Tu ouais vois? ça Parce que arrive par hein. exemple, tu as un arbitre de 15 ans qui va arbitrer un match de gamin de 15 ans, tu vois, Mhm. et tu as le parent du gamin de 15 ans qui joue qui va insulter le parent, enfin l'arbitre, Le père de alors que le l'arbitre parent, ouais, ouais. tu vois, il est à côté. Ah oui. C'est une folie. Mhm. C'est une Ah ouais, folie, ça. ça vient là-dessus, mais c'est cette pression aussi que les parents veulent absolument que les enfants gagnent, que bah oui, c'est bien si tu gagnes, mais le sport c'est comme ça, hein, t'as un gagnant, un perdant. Bon, aussi des fois tu perds un match nul, mais mais l'essentiel c'est que le gamin il sorte du terrain parce que heureux, qu'il a fait du plaisir, qu'il a tout donné et que bah après le résultat il est comme il est quoi, et on travaille pour progresser tout simplement. Tu penses que ça vient aussi du fait que, bon, maintenant il y a les réseaux sociaux qui sont vachement développés, donc du coup, tu peux mettre des vidéos rapidement pour que les gens se voient. Mais est-ce que tu crois que ça vient aussi du fait que le parcours de formation et enfin, comment dire, de recrutement vers la filière de haut niveau arrive de plus en plus tôt?
Bah, c'est vrai qu'il arrive de plus en plus tôt. C'est vrai que des fois, la réussite des enfants permet de sortir les parents d'une situation Mm. Mm. délicate aussi. Donc, les parents mettent la pression sur l'enfant, l'enfant ressent ça et bah, s'il y a une erreur, il met la pression sur l'arbitre, met la pression sur les entraîneurs. Donc, ouais, c'est un cercle vicieux. Franchement, je sais pas s'il y a une vraie solution à tout ça, mais ça va au détriment de notre sport finalement. C'est vrai. C'est vrai que Voilà. ça va au détriment du sport, ouais. Clairement. Et puis Clairement. après comme on l'a dit, hein, alors voilà, je respecte tous les supporters, tous les gens qui viennent au foot, mais c'est pas possible de jeter des trucs sur le terrain, tu vois, le match à Saint-Étienne où l'arbitre se prend une pièce. Ouais. Alors, Ouais. je pense pas qu'il a voulu viser l'arbitre, je pense qu'il voulait viser un joueur de Lyon, mais c'est pas possible. Voilà, il faut que les gens ils arrivent à garder une mesure. Oui, le foot c'est important, c'est peut-être leur vie, c'est peut-être, enfin même non pas leur vie parce que derrière, bah, ils ont une famille, ils ont d'autres choses, tu vois, et il faut rester mesuré. Voilà, ça reste entre guillemets que du sport. Voilà. Ouais, il faut que ça reste un moment De de plaisir. convivialité, de Ouais, de convivialité, partage, de partage, ouais, clairement. voilà, autant les fumigènes, tu vois, genre, je trouve ça con que maintenant les supporters n'aient pas le droit de mettre les fumigènes Mm. parce que ça fait de l'ambiance et c'est plutôt sympa. Autant quand ils sont jetés sur le terrain, ça c'est pas possible, tu vois, par rapport Ça fait de belles photos en plus, hein. à l'intégrité des joueurs et à la dangerosité. Faut rester lucide quand même par rapport à ton comportement que tu peux avoir dans la tribune. Totalement. Il y a une question de Léonard, du coup, qui nous suit. Pendant les tirs au but de la finale de Coupe de la Ligue 2004, 4, pardon, comment on fait pour y croire alors que le scénario est horrible? Euh, Délicat, Bah, délicat on comme question. espérait 2004 parce que on était mené et puis le dernier penalty en fait c'est Michael Landreau le marque on a perdu si tu veux et puis finalement on a la chance que Teddy Richer l'arrête et derrière bah, déjà on avait une grande confiance en Teddy parce que c'était un grand gardien et qu'on savait que tout était possible et puis après il faut vite te reconcentrer parce que toi derrière tu dois tirer tu dois marquer et finalement l'ascendant psychologique il a basculé là quand ils ont eu l'opportunité de marquer pour gagner, ils l'ont pas fait. Puis nous, derrière, on a réussi à marquer, eux ont raté. Donc voilà, c'est encore une fois, comme je te parlais tout à l'heure, de confiance. Et on avait une Non. grande confiance en notre gardien. Donc on savait que tout était possible. Et c'est pour ça que Michael Landreau, il s'est spécialisé sur les pénaltys après? C'est vrai qu'il est devenu un gardien Non, de non, pénalty? Mika, il était très bon pour les Ah, arrêter parce c'est que un super c'est un mec. énorme bluffeur, joueur et il arrivait à jouer avec les attaquants adverses, tu vois. Et là, sur le coup, il a voulu tenter un geste. Voilà, C'est ce que c'est, hein. Mm. il s'est pas passé. Voilà, si notre gardien avait plongé, il y aurait eu but. Donc c'est un geste qu'il a pas raté. C'est juste que notre gardien Il était bon. a Mm. lu son geste et a su l'arrêter. Ouais, c'est toujours pareil quand, tu sais, souvent dans la conscience collective, quand justement tu as un joueur qui tire un penalty, qui rate le penalty, Mhm. alors, sauf s'il tire en dehors du cadre. Bon, il tire en dehors du cadre, mais quand le tir est cadré et qu'il est arrêté, sauvé par le gardien, on dit toujours, putain, il a raté son penalty. Mhm. Alors qu'au final, c'est peut-être le gardien qui l'a arrêté, tu vois, Bah, c'est ça, c'est le gardien qui fait le boulot quand il l'arrête. C'est ouais. Alors peut-être qu'il est mal tiré, mais en tout cas, si le gardien n'avait pas plongé du bon côté, il l'aurait pas eu. Donc c'est une grande réussite du gardien en tout cas. c'est clair. J'espère que Léonard, du coup, tu as eu ta réponse. Voilà, j'espère que tu as eu ta réponse et que du coup, la réponse te plaît, ou en tout cas, t'as convenu. Partons sur l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première cape? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et quand même 22 sélections, je crois, en équipe de France. Mhm. Ouais, Énorme, c'est ça. énorme. Ouais, ouais, énorme. Bah, la première, en fait, la première, j'ai été appelé suite à une blessure d'un joueur. Donc, toi, j'étais pas au début du rassemblement et je suis arrivé le soir du rassemblement. Voilà, parce il y avait un joueur qui s'était blessé. Donc, bah, une énorme fierté, de l'appréhension de rencontrer tes idoles, hein, Zidane, Thierry De Clairement, ouais. Desailly, Barthez, tu sais, c'est eux qui nous ont fait rêver en 98-2000, qui ont remporté les trophées et on était les premiers à les supporter, tu vois. Donc, se dire que le lendemain, tu vas te retrouver avec eux sur le terrain, à table, voilà, C'est quelque chose, hein. c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Ah ouais. Donc énormément de pression. Puis après l'envie de s'entraîner avec eux, l'envie d'être sur le terrain, l'envie de jouer. Encore une fois, quand on parle de plaisir, c'est vraiment de prendre du plaisir, de jouer le ballon avec eux. Et puis à chaque fois, représenter son pays, c'est ce qu'il y a de plus grand, on va dire. Donc c'était à chaque fois
beaucoup de fierté, de chance d'avoir eu autant de sélections et puis de porter ce maillot bleu. Ah, c'est formidable. Sûr, quand tu arrives avec Zizou, tout ça, là, ouais, c'est, waouh, waouh. Voilà, C'est ce qui se fait de mieux. Et puis voilà, c'est une chance. C'était une chance. c'est énorme. Est-ce que tu trouves est-ce que tu retrouves des similitudes entre professionnel et monde amateur? Est-ce que tu vois des choses quand même qui sont similaires? Ou est-ce que vraiment, quand on passe dans le monde pro, c'est plus du tout la même chose? Non, c'est plus pareil. Enfin, c'est pas pareil. Alors aujourd'hui, tu vois, la troisième division en France, donc le national, Mhm. c'est particulier parce que tu as des clubs qui sont pros et tu as des clubs qui sont amateurs. Donc ça fait un championnat un petit peu hybride où tu peux jouer à Nancy ou à Sochaux devant 15 000 personnes, 17 000 personnes, et puis la semaine d'après, tu vas jouer à Paris 13 devant 250 personnes. Tu vois, Je donc vois je vois ce que tu veux dire. alors rien qu'en disant ça, bah, tu vois la différence entre le monde pro et le monde amateur, tu vois, tout C'est clair. simplement. Euh, oui, c'est des contextes différents, c'est des conditions différentes d'entraînement, c'est une exigence différente que tu peux demander à des professionnels, que tu es un petit peu, que, ben, que tu dois moins demander à un amateur. On va pas se mentir, un amateur qui travaille toute la journée, qui vient le soir au foot, à l'entraînement pour prendre du plaisir, tu vas pas avoir la même exigence avec lui qu'un joueur qui est sous contrat, que c'est son métier et tu lui demandes beaucoup plus d'exigence dans son travail, dans sa nourriture, dans son sommeil, dans sa gestion extrasportive, on va dire. Donc non, c'est un monde différent. C'est là où l'équilibre est On peut difficile à pas trouver comparer. aussi. C'est là où l'équilibre est difficile à trouver, justement, en tant que manager. De pouvoir faire comprendre au mec qui est payé qu'on va être plus dur avec lui, ou en tout cas plus exigeant que la personne qui travaille toute la journée et qui vient jouer, on va dire, entre guillemets, à la base, pour son plaisir dans le cadre de cette équipe-là, c'est peut-être là qui est l'équilibre qui est le plus compliqué à trouver. Alors comment on Ouais, manage puis ça? c'est la difficulté aussi je te parlais du championnat national, parce que voilà, je le connais bien maintenant. C'est que tu recrutes des joueurs qui étaient dans un milieu amateur et tu les fais signer pro Hmm. dans certains clubs. Et eux, de temps en temps, ils ont du mal parce qu'ils gardent la mentalité amateur où tu leur expliques, ça met du temps, tout simplement. Il faut leur mettre du temps, il faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent et puis à eux de mettre tout en œuvre pour réussir une carrière, tout simplement, parce que pour réussir, il faut faire des sacrifices, il faut travailler, et c'est très très dur, hein. Les gens, ils pensent, enfin les gens, certaines personnes pensent que c'est facile de faire une carrière, de jouer en pro, mais non, c'est vraiment très compliqué, c'est énormément de travail, de sacrifices, il faut du talent aussi, et il faut avoir un petit peu de chance à certains moments. Donc, ouais, c'est, comme je t'ai dit, du temps. Et en tant qu'entraîneur, il faut savoir gérer et les emmener petit à petit à ce qu'ils deviennent des professionnels. Mais encore une fois, ça ne devient pas du jour au lendemain, quoi. Avoir Hmm. réussir à gérer des entraînements tous les jours ou deux fois par jour, c'est pas pareil que quand tu t'entraînes deux fois ou trois fois par semaine. Donc, faut les emmener petit à petit sur le plan physique, sur le plan mental, et c'est comme ça. Mais c'est tout le charme de notre métier, on va dire. Là aussi, quand je te parlais de faire progresser les joueurs, ben c'est là-dessus aussi, c'est de faire progresser mentalement, les faire progresser dans cette approche du football pour qu'ils deviennent des professionnels. Ah, puis Après, il y a la passion. entraîneur de national, c'est un autre métier qu'entraîner en Ligue 2. Entraîner en Ligue 2, c'est un autre métier qu'entraîner en Ligue 1 et qu'entraîner en Ligue des Champions. Tu vois, t'as pas le même type de Totalement. joueurs, c'est pas les mêmes entraînements, c'est pas les mêmes choses que tu mets en place. Donc, il faut s'adapter tout simplement au niveau dans lequel tu es. C'est clair. Léonard, passez une bonne soirée, passez une bonne soirée aussi. Et il dit, je viens de retrouver un maillot jaune avec un numéro 17 dans le dos, taille 8 ans. Voilà. Donc, écoute, super, super, Léonard, merci d'être resté avec nous en tout cas. Et n'hésite pas à partager cette vidéo qui est hyper intéressante. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés dans ta carrière de joueur et puis d'entraîneur? Les principaux défis, changer de club à chaque fois, c'est des défis et des expériences différentes. Tu vois, moi, je suis parti de Sochaux, j'avais 23 ans, j'étais chez moi, dans notre contexte, dans notre cocon, une petite ville, pour aller jouer à Marseille, avec cette pression, avec 45 000 personnes dans le Ouais. stade, Et puis on est avec une jobard là-bas ville, en plus.
avec une ville qui vit Ah pour le ouais, foot la vie pour ça, c'est le poumon. où, où tu peux pas sortir dans la rue sans être approché, interpellé, où les gens ils pensent que tu leur appartiens finalement. Donc ça c'est voilà, ça c'est un défi. C'est clair. Comme c'était un défi après d'aller à Lyon dans un club qui gagnait tout et que tu avais une pression quotidienne et cette obligation de résultat qui était hyper importante. Comme c'était un défi derrière d'aller à Auxerre en se disant, putain, je redescends d'un cran, allez, j'accepte de perdre de l'argent sur le salaire, mais j'ai tellement envie de jouer que eh ben, c'est un défi. Tu te dis, putain, si je vais là-bas et que finalement je rebondis pas et que ça devient dur, Ouais, et tu vois, donc c'est à chaque fois, c'est des épreuves. Alors, sur le coup, tu es persuadé que c'est le bon choix, mais encore une fois, faut le prouver derrière. Donc, non, à chaque ouais. fois, ben, dans toutes les étapes de ta vie de footballeur, de ta carrière, tu as relevé des défis. Donc, ben, c'est comme ça, on s'adapte. Et là, je te parle de défi d'année en année, mais c'est un défi aussi chaque semaine. C'est une remise en question chaque semaine de travailler, de progresser, de t'améliorer. Donc c'est une constante remise en question et on vit avec ça. Donc pour nous, on va dire c'est naturel quoi. Et parce que même si tu restes, ça reste ton métier, que ça reste ton cœur de vie, entre guillemets, pendant cette période-là, finalement, une carrière pro, pour ceux qui arrivent à tenir le plus longtemps, alors après, tu as des énigmes comme Cristiano Ronaldo ou LeBron James au basket ou Nadal, Djokovic, enfin peu importe dans d'autres sports. Mais en gros, une moyenne de carrière, quand tu arrives à 8 10 ans, tu as fait quand même une carrière assez longue. Et après, tu as quand même l'équipe familiale, tu as quand même l'équilibre de vie. Quand tu te pètes, il faut que tu reviennes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Après, t'as les présidents comme Jean-Michel Aulas, quand même, qui sont des présidents qui incarnent quelque chose aussi. C'est vrai que tout ça, ça doit quand même. Les gens, je pense, se rendent pas compte réellement de ce que c'est un joueur pro. C'est pour ça que je te dis quand les gens ils pensent que ouais c'est facile, ils tapent dans un ballon, mais non, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Bien sûr, comme tu dis, la famille avec tous ces déplacements, quand tu vois pas tes enfants pendant un mois parce que tu pars au vert, parce que alors oui, ça existe dans d'autres métiers. Et on va dire, ouais, ils sont payés, de toute façon. Et voilà, faut pas se croire aussi, on rate des moments de vie familiale en faisant cette carrière. Et puis en tant qu'entraîneur, je veux dire, c'est quasiment pire hein, parce que tu as, encore plus de temps. Enfin, ça prend encore plus de temps, ça te prend Ouais. plus la tête encore. Tu es sans cesse à la recherche d'entraînement, de résultats, de réflexion. Et quelque part, quand tu penses au foot, bah, tu penses pas à autre chose. Donc, ouais, c'est des métiers qui sont très, très difficiles, hein, et c'est pour ça, quand on voit la réussite de certains entraîneurs, quand on voit aujourd'hui, pour durer, c'est dur, hein. C'est dur, tu vois, Clairement. comment à Liverpool, Klopp, il a arrêté parce que je pense que psychologiquement et physiquement, Ah, il est usé. c'était usé, quoi. Ah ouais. Tu sais, Guardiola, quand on le voit cette année, dans l'état qu'il se mettait après les matchs, on peut se dire que il était usé, que ça devait pouvoir dans la tête, tu vois, un truc de fou, quoi. Ça devait bouillonner. Mais alors, les gens voient ces exemples-là parce que c'est des grands, grands entraîneurs et qui sont hyper médiatiques. Mais à tous les niveaux, on a ça dans la tête tout le temps, tout le temps. C'est H24 et tu te réveilles la nuit pour penser à un entraînement, pour penser à un joueur, pour penser, voilà, franchement, on est fou finalement de vouloir faire ce métier-là parce que Ouais, clairement. Franchement, c'est quand on a hyper commencé, complexe, mais quand j'ai commencé à on se entraîner, fracasse le cerveau, quoi. quand j'ai commencé à entraîner, j'ai un entraîneur justement chevronné qui m'a dit, mais si t'es pas dingo, tu peux pas faire ce métier-là. Ah oui, c'est Voilà. clair. Mais ici, à un moment donné, t'as pas un pet au casque, tu n'y arriveras pas. Mais après, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre passion, c'est des émotions et ça vaut bien tout ce travail derrière, cette prise de tête. C'est clair, c'est clair. Quel est ton plus beau souvenir sportif pour clôturer cette interview qui est hyper intéressante et je suis hyper content de pouvoir la partager avec toi. Quel est ton plus beau souvenir? S'il y en a un vraiment qui sort, bon, s'il vient direct, ok, mais sinon, c'est peut-être des souvenirs qui vont te venir comme ça parce que tu as gagné des titres, parce que tu as eu des moments de vie à un moment donné, peut-être avec des groupes. Voilà, chacun a son souvenir comme il l'entend de toutes les manières. Ou ses souvenirs, Ouais, mais non, mais c'est il doit en dur, avoir un paquet. franchement. Ouais, Ouais, il y en a un paquet, tu vois. Bah, ta première rentrée en pro, tout simplement. ouais, Déjà, ça marque et t'oublies pas ton,
ton premier but, on va dire ta première sélection, qui est quelque chose d'incroyable. Enfin, j'ai connu l'équipe de France Espoir, l'équipe de France A. Chaque fois, c'est des moments incroyables de représenter son pays, les trophées qu'on a gagnés. Voilà, la Coupe de Mhm. la Ligue, on en parlait tout à l'heure avec Sochaux, ben ça reste toujours gravé. Après, les championnats que tu gagnes, c'est plus, ben, c'est à la fin, tu vois, tu te dis putain toute l'année et tout, c'est magnifique ce qu'on a fait, mais t'as pas un grand moment en particulier. Ouais, c'est l'addition des moments qui Euh, font que. Ouais. voilà, un moment qui était aussi un moment de fou, c'est quand on se qualifie avec Auxerre en Ligue des Champions, Mhm. où on va gagner à Sochaux à la 93e minute, parce qu'on apprend que Lorient, qui était, enfin non, que Lille, qui était notre concurrent, ne gagne pas le match. Et nous, il restait 3 minutes à jouer. Et on nous dit ça, que si on marque, on est qualifié en Ligue des Champions. Là, c'est tout le monde devant et tu marques à la 93e, tu vois. Donc ça, c'est un moment aussi qui C'est était fort. incroyable. C'est ce préliminaire avec Auxerre en Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg, où tu arrives à te qualifier en Ligue des Champions dans un stade à Deschamps qu'on n'avait sûrement jamais vu dans une telle ambiance. Enfin, tu vois, c'est plein de souvenirs qui restent gravés et en retirer qu'un, non, c'est trop compliqué. C'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que la question est carrément ouverte, tu vois, justement, Ouais, pour éviter de bloquer un c'est ça, moment de carrière. c'est ça. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier. C'était un moment exceptionnel. J'espère que les auditeurs ont, bah, en tout cas là, il y avait Léonard aujourd'hui, mais les auditeurs qu'on aura sur la vidéo YouTube et puis sur le podcast Spotify apprécieront également ce moment. Voilà, donc vraiment merci à toi pour avoir été bah, ouvert et puis naturel sur cette vidéo. C'était vraiment génial. Quant aux personnes qui vont nous regarder, bah, Spotify, SF Connexion Sport, émission Prend le micro, Spotify, Instagram, YouTube. Et puis continuez de nous suivre parce qu'il arrive d'autres dingueries. On a Benoît Pedretti, mais on va voir d'autres personnes aussi et c'est incroyable. Merci à toi en tout cas. Bah, merci à toi pour l'invitation. Bonne continuation pour ta carrière de journaliste, on va dire, ou je sais pas comment je sais pas comment tu appelles ça. Et puis en tant qu'entraîneur aussi, parce que voilà, comme tu entraînes, c'est, comme on l'a dit, hyper passionnant, hyper dur, mais tellement de plaisir que tu peux prendre et d'émotions qu'on a que voilà. Donc, bonne continuation à toi pour tous ces challenges. On espère que tu grandiras, que ta chaîne deviendra top et que tous tes vœux se réalisent. On va espérer. En tout cas, je te remercie fortement. Tout est rendu et à très vite sur SF Connexion Sport. Salut.